Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes chers étudiants, j'espère que vous allez bien. Comme je le dis toujours, gardez le sourire. Inch'Allah, sahabatun abira wa satamur, Inch'Allah, rahman ar-rahim. Bien, notre cours d'algèbre d'aujourd'hui, je reprends là où on s'est arrêté exactement la dernière fois. Rappelez-vous, la semaine dernière, on parlait de propriétés caractéristiques d'une base. Et je vous avais donc demandé, je vous avais laissé l'exercice suivant à traiter. Je vous avais demandé de montrer que ces trois vecteurs de R3 forment une base, évidemment de R3. Et le plus important, donc, c'était de donner les coordonnées donc, d'un vecteur quelconque, x, y, z de R3, dans cette nouvelle base. Bien, donc je rappelle ce qu'il fallait faire. Le point de départ, c'était d'écrire un vecteur. Bon, j'ai fait les calculs, donc je vous dis ce que j'ai fait. Le point de départ, c'est d'écrire un vecteur U égale x, y, z égale alpha fois U1 plus bêta fois U2 plus gamma fois U3. Il suffit de remplacer U1 par sa valeur, U2 par sa valeur, U3 par sa valeur. Comme toujours, donc faites entrer alpha, faites entrer bêta, faites entrer gamma, faites la somme. Et donc, vous trouvez le vecteur x, y, z égale alpha plus bêta moins gamma, virgule, alpha moins bêta plus gamma, virgule, moins alpha plus bêta plus gamma. Alors, on procède par identification. Et donc, ça nous donne le système linéaire suivant. Alpha plus bêta moins gamma égale x, alpha moins bêta plus gamma égale y, et moins alpha plus bêta plus gamma égale z. Alors, on cherche à trouver alpha, bêta, gamma. Évidemment, on va les trouver, on va les calculer en fonction de x, y, z. Bien, alors, méthode de pivot de Gauss. Donc, ça se fait en 1, 2, 3 étapes et vous avez donc la solution. Alors, on se rend compte finalement que notre système linéaire admet une solution unique donnée par alpha. Voilà ce que vous devez trouver. Alpha égale x plus y sur 2. Bêta égale x plus z sur 2, gamma égale y plus z sur 2. Finalement, notre système linéaire admet une solution unique. Ça veut dire alpha, bêta, gamma existent, ils sont uniques. Ceci pour un vecteur x, y, z quelconque de R3. Donc finalement, un vecteur quelconque de R3 s'écrit comme combinaison linéaire des vecteurs U1, U2, U3, et ceci de manière unique. Alors, cela nous permet de montrer dans un premier temps que les vecteurs U1, U2, U3 forment une base de R3, et en même temps, comme je vous avais dit la semaine dernière, donc j'avais dit d'une pierre deux coups, donc nous avons les coordonnées. Les coordonnées, ce sont alpha, bêta, gamma, c'est-à-dire x plus y sur 2, x plus z sur 2, y plus z sur 2. Voilà. Donc, s'il vous plaît, maintenant, regardez la diapo suivante. Elle n'est pas sur vous pour les copier, donc vous pouvez la rajouter. Alors, écriture du vecteur U, x, y, z dans la base que j'appelle B'. Vous allez savoir pourquoi je l'appelle B', parce que B, on le réserve pour la base canonique. On va en parler juste après. Alors, écriture d'un vecteur quelconque x, y, z de R3 dans la base B', donc formé par les vecteurs U1, U2, U3. Alors, regardez s'il vous plaît, le vecteur U de coordonnées quelconque x, y, z. Au fait, il s'écrit x plus y sur 2 fois U1, plus x plus z sur 2 fois U2, plus y plus z sur 2 fois U3. Donc, regardez bien cette diapo. Au fait, x plus y sur 2, virgule, x plus z sur 2, virgule, y plus z sur 2, ce sont les coordonnées du vecteur U dans la base B'. Donc à ce niveau-là, comme toujours, je vous demande, prenez quelques valeurs particulières du vecteur U. Par exemple, prenez le vecteur 1, 2, 3 et calculez x plus y sur 2, x plus z sur 2, y plus z sur 2. Alors remplacez x par 1, y par 2, z par 3 et vous avez donc les coordonnées du vecteur 1, 2, 3 dans cette base B'. Prenez une autre valeur, par exemple, prenez votre vecteur U égale par exemple 1, moins 2, 3. La même chose, calculez x plus y sur 2, x plus z sur 2, y plus z sur 2 et vous avez donc les coordonnées du vecteur 1, moins 2, 3 donc dans cette base B'. Voilà, donc ça c'était simplement pour illustrer la propriété caractéristique, je rappelle, qui est très importante, qui dit que une base, au fait, vérifie tout vecteur s'écrit comme combinaison linéaire des vecteurs de la base, et ceci de manière unique. Et justement, les coefficients de la combinaison linéaire, donc ce sont les coordonnées par rapport à cette base. Voilà, donc là, on a commencé par cet exemple, donc de la base B', dans R3.
Bon, maintenant, parlons de la base standard que nous avons l'habitude d'utiliser. Donc maintenant, je parle d'une autre base, donc un autre exemple donc de base de R2, de R3 et de coordonnées par rapport donc à la base que nous allons voir. Ça, ce sont les coordonnées par rapport à B', l'exercice qu'on a traité. Bon, maintenant, coordonnées par rapport à la base canonique. Au fait, donc je rappelle un espace vectoriel R2 ou bien R3 ou d'une manière générale admet une infinité de bases. Donc là, on vient de voir l'exemple de cette base dans R3. Et bon, maintenant, revenons sur la notion de base canonique. Commençons par le cas simple de R2. Donc, je rappelle, donc, si on considère les vecteurs E1 de coordonnées 1, 0, ou fait de coordonnées de composantes 1, 0, le vecteur E2, 0, 1, vous prenez un vecteur quelconque de R2, XY, il suffit de le décomposer. Écrivez votre couple XY, vous l'écrivez X, 0 plus 0, Y. Faites sortir X, faites sortir Y, et vous avez XY égale X fois 1, 0 plus Y fois 0, 1. 1, 0, c'est ce qu'on appelle E1, 0, 1, c'est ce qu'on appelle E2, et donc finalement un vecteur quelconque de R2, un couple quelconque XY ou bien un vecteur quelconque XY, s'écrit X fois E1 plus Y fois E2. Alors E1, E2, donc c'est une base de R2, et les coordonnées d'un vecteur quelconque par rapport à cette base qu'on note B. Donc tout à l'heure, quand je parlais de l'exercice, j'avais parlé de B' parce que généralement B, on la laisse pour la base canonique. Alors les coordonnées d'un vecteur quelconque XY dans cette base canonique, eh ben, ce sont X et Y. Par exemple, le vecteur 2, 3, ben, c'est coordonné par rapport à la base canonique E1, E2. Je parle, nous sommes dans R2. Les coordonnées du vecteur 1, par exemple 2, 3, ben, c'est 2 et 3 parce qu'il s'écrit 2 fois E1 plus 3 fois E2. Alors ça, c'est la représentation graphique donc de R2. Donc je parle du plan vectoriel, s'il vous plaît. Ça veut dire, au fait, c'est le plan qui contient uniquement des vecteurs. Alors à ce niveau-là, donc il y a beaucoup de choses à dire, mais par manque de temps, donc voilà, il ne faut pas confondre entre le plan vectoriel, le plan des vecteurs, et ce qu'on appelle le plan affine, le plan des points. Il y a le plan des points dans lequel vous aviez l'habitude avant de faire de la géométrie. Et ça, c'est le plan vectoriel. Ce sont deux choses différentes. En fait, c'est donc le plan vectoriel R2. Et au fait, à ce niveau-là, comme je dis, il y a beaucoup de choses qu'il faut dire. Hein. Vous savez comment on dit, pour expliquer un brin de paille, il faut démontrer l'univers. Au fait, la géométrie vectorielle ou bien l'algèbre linéaire permet de faire de la géométrie. Donc, au fait, à quoi servent les vecteurs? Ça nous permet de résoudre beaucoup de problèmes en géométrie. Mais bon, comme vous êtes des économistes, donc ce n'est pas l'aspect géométrique qui nous intéresse. Je rappelle que nous, on fait de l'algèbre linéaire. Je parle pour vous, économistes, c'est pour arriver au calcul matriciel. Ça, c'est simplement pour dire que l'algèbre linéaire a beaucoup d'applications, que ce soit en économie, que ce soit en ingénierie, etc. Donc, je ne vais pas trop m'étaler sur cette explication, différence entre le plan que vous connaissez déjà, le plan des points, ce qu'on appelle le plan affine, et le plan vectoriel, le plan des vecteurs. Bon, de même, alors ça, au fait, c'est pour, donc, vous avez un vecteur quelconque de R2, vous voyez, donc il s'écrit X fois E1 plus Y fois E2. Je rappelle, E1, E2, c'est la base canonique de R2. Bon, comme je disais, donc je ne veux pas trop entrer dans les détails. La base canonique est une base très particulière. Donc, je rappelle, vous faites un espace vectoriel quelconque de dimension 2, comme le plan vectoriel, ou tout à l'heure, on va parler donc de R3, par exemple, un espace de dimension 3. Donc, je parle d'un espace vectoriel quelconque, il a une infinité de bases. Et non seulement il a une infinité de bases, mais on n'a que l'embarras du choix. Donc je le dis, mais bon, je dis que E1, E2, au fait, c'est une base, non seulement c'est une base orthonormée. Mais bon, donc c'est pour ça, au fait, quand on représente les deux vecteurs, au fait, ils sont orthogonaux. Alors on n'aura pas l'occasion de parler de produits scalaires, de normes. Bon, ça ne fait plus partie du programme.
Donc c'est pour ça que je ne veux pas trop m'étaler donc sur cette représentation graphique. Tout simplement, vous allez me dire c'est quelque chose qu'on connaît déjà, oui. Mais maintenant, ce qu'il faut savoir de plus, c'est que au fait, ça, c'est la représentation donc de R2, mais au fait, tout espace vectoriel de dimension 2 sur R, ben, on peut le représenter de cette manière. Rappelez-vous, en terminale, vous avez parlé de l'ensemble C des nombres complexes. L'ensemble C des nombres complexes, c'est un espace vectoriel de dimension 2 sur R. C'est pour ça qu'on vous représentez en terminale l'ensemble C, au fait, eh ben, vous le représentez de cette manière. Donc, au fait, ça, ce n'est pas uniquement la représentation de R2, mais c'est la représentation de tout espace vectoriel de dimension 2 sur R. Bon, maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque nous sommes dans R2, eh ben, il y a une base qu'on appelle la base canonique. C'est cette base-là, E1, E2. Et un vecteur quelconque a pour coordonnées par rapport à la base canonique, donc un vecteur XY a pour coordonnées par rapport à la base canonique X et Y, puisqu'il s'écrit XE1 plus YE2. Alors, de même, lorsque nous sommes dans R3, en commençant cette séance, j'avais parlé de la base B'. Maintenant, revenons à la base standard, si je peux m'exprimer de la sorte. Revenons à la base standard de R3. Donc la base canonique, on en a déjà parlé lorsqu'on avait parlé de famille génératrice. Donc rappelez-vous des vecteurs E1, E2, E3. Ce sont les triplés 1, 0, 0, 0, 1, 0 et 0, 0, 1 qu'on note habituellement E1, E2, E3. Au fait, c'est la base canonique de R3. C'est une base. Et donc ça, tout simplement, je vous renvoie à ce qu'on avait dit sur les familles génératrices. On avait décomposé un triplet quelconque X, Y, Z de la manière suivante. On l'avait écrit X, 0,0 plus 0,Y0 plus 0, 0, Z. Rappelez-vous ce que j'avais dit. Donc à chaque fois, on laisse une seule variable. On fait sortir X, on fait sortir Y, on fait sortir Z. Et donc finalement, X, Y, Z s'écrit X fois E1 plus Y fois E2 plus Z fois E3. C'est la seule écriture possible. Il n'y a pas d'autre écriture. E1, E2, E3 est par conséquent une base. Et au fait, X, Y, Z, ce sont les coordonnées du vecteur X, Y, Z dans la base canonique. Donc là, s'il vous plaît, donc le vecteur U de coordonnées X, Y, Z, c'est coordonné par rapport à la base canonique, c'est X, Y et Z. Par exemple, le triplet ou le vecteur 1, 2, 3, c'est coordonné par rapport à la base canonique, c'est 1,2,3. Mais c'est coordonné par rapport à la base B' avec laquelle on avait commencé, et ben voilà. Si donc on change de base, X, Y, Z, c'est par rapport à la base canonique. Maintenant, si on prend la base B', et ben les coordonnées, ce n'est plus X, Y, Z, c'est plutôt X plus Y sur 2, X plus Z sur 2, Y plus Z sur 2. Ça, c'est simplement pour revenir à ce qu'on avait dit avant. Quand on change de base, les coordonnées changent. Bien, alors là, la même chose. Donc ça, c'est la représentation graphique donc, de R3. Mais au fait, tout espace vectoriel de dimension 3 sur R admet cette représentation graphique. Bien, alors, comme je disais, par manque de temps, donc il vaut mieux accélérer pour aller vers ce qui nous intéresse. Je rappelle, pour vous, économistes, ce n'est pas l'application de l'algèbre linéaire à la géométrie qui nous intéresse, c'est plutôt arriver aux applications linéaires qui vont nous permettre de définir la notion de matrice. Et ce qui vous intéresse, vous, économistes, c'est plutôt le calcul matriciel, sans oublier la résolution des systèmes linéaires. Bien, alors maintenant, s'il vous plaît, donc nous allons parler de théorèmes fondamentaux. Je commence par le premier théorème fondamental qui dit la chose suivante. Bien, donc là, on a vu quelques exemples de base dans R2, dans R3. Bien. Maintenant, dans le cas général, soit E un espace vectoriel sur R non réduit au vecteur nul. Alors la première chose qu'il faut savoir, et je l'ai déjà dite, au fait, un espace vectoriel admet une infinité de bases. C'est simple à démontrer. Prenez la base canonique E1, E2, E3, on sait bien que c'est une base.
de R3. Maintenant, si vous prenez 2 fois E1, virgule, 2 fois E2, virgule, 2 fois E3, c'est encore une base. Si vous prenez 3 fois U1, 3 fois U2, 3 fois U3, c'est encore une base. Ça veut dire, si vous partez de la base E1, E2, E3 et vous allongez E1, vous allongez E2, vous allongez E3, c'est-à-dire il suffit de les multiplier par le coefficient qu'on veut, et bien on obtient une nouvelle base. À partir d'une base, on peut fabriquer une infinité de bases. Donc voilà, ce n'est pas un théorème, je dirais que c'est un théorème, qu'on peut trouver intuitivement. Donc un espace vectoriel admet une infinité de bases. Bon, maintenant, toutes les bases d'un espace vectoriel ont un facteur commun. عندهم واحد القاسم مشترك هاد les bases. شنو هو هاد القاسم المشترك؟ Quel est le point commun entre toutes les bases? Je parle d'un même espace vectoriel. Les bases, elles ont le même nombre de vecteurs. Alors, par exemple, on vient de voir dans R3 que E1, E2, E3 est une base de R3. Il y a combien de vecteurs? Il y en a 3. Donc, ça veut dire que toutes les bases de R3 contiennent forcément 3 vecteurs. On a vu que R2, par exemple, admet comme une base, qu'on a appelée la base canonique, la base E1, E2. Là, nous sommes dans R2, attention. Alors, au fait, toutes les bases de R2 sont comme B. Elles sont comme B, ça veut dire qu'elles contiennent toutes 2 vecteurs. Donc, d'une manière générale, toutes les bases d'un espace vectoriel ont un facteur commun. Donc, elles ont forcément le même nombre de vecteurs. Alors, ce nombre commun à toutes les bases, eh ben, c'est ce qu'on appelle donc la dimension de l'espace vectoriel E. Et on note dim pour dire dimension de E. Par exemple, donc, on va voir que la dimension de R2, c'est 2. Ça veut dire que toutes les bases de R2 contiennent forcément 2 vecteurs. Voilà. Toutes les bases de R2 contiennent 2 vecteurs. Donc la dimension de R2, c'est 2. De même, toutes les bases de R3 contiennent 3 vecteurs. La base canonique n'est qu'un particulier de base de R3. Alors on écrit dimension de R3 égale 3. Donc si on vous dit soit E un espace vectoriel de dimension 5, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les bases de cet espace vectoriel contiennent 5 vecteurs. C'est ça la dimension. C'est le nombre de vecteurs que contient une base de l'espace vectoriel. Donc à retenir, dimension de R2, c'est 2. Toutes les bases de R2 contiennent forcément 2 vecteurs. Dimension de R3, c'est 3. Toutes les bases de R3 contiennent 3 vecteurs. Et d'une manière générale, toutes les bases de R4, par exemple, contiennent 4 vecteurs. La dimension de R4 est 4. La base canonique de R4, comme pour R3, au fait, c'est 1,0,0,0, parce que là, on a des quadruplés dans R4. De même, le deuxième vecteur, c'est 0,1,0,0. C'est des quadruplés, etc. Le troisième vecteur, nous sommes dans R4, c'est 0,0,1,0. Et le quatrième vecteur, c'est 0,0,0,1. 4 vecteurs qu'on note E1, E2, E3, E4. Donc ça, c'est la base canonique de R4. Et toutes les bases de R4 contiennent 4 vecteurs. Donc d'une manière générale, toutes les bases de Rn contiennent n vecteurs. Donc c'est pour ça qu'on dit dimension de Rn égale n. Quand on dit dimension de Rn égale n, ça veut dire quoi? Par définition de la dimension, ça veut dire que toute base de Rn contient n vecteurs. Par exemple, si n égale 10, nous sommes dans R10, et bien sachez que toutes les bases de R10 contiennent 10 vecteurs. Donc si jamais on vous donne une famille qui contient 9 vecteurs, et on vous dit est-ce que c'est une base de R10, vous devez répondre non. La dimension de R10 c'est 10, une base de R10 doit contenir 10 vecteurs. Si vous me donnez uniquement 9 vecteurs, ça ne peut pas être une base de R10. Alors, la base canonique de Rn, là, on a vu le cas de R2, on a vu le cas de R3. Je vous ai parlé oralement de R4, mais d'une manière générale, quand nous sommes dans Rn, alors un n
n uplé. Dans R2, on parle de couple. R3, on parle de triplé. R4, on parle de quadruplé. R5, on parle de quintuplé. Mais d'une manière générale, quand on a n composantes, on parle de n-uplé. Vous l'avez sur la série de travaux dirigés. Alors, un n uplé, alors on en note, regardez, x1, x2, etc., xn. Maintenant, si vous décomposez, vous laissez uniquement x1 la première fois, après vous laissez, et après des zéros, après vous laissez uniquement x2, le reste c'est des zéros, etc. Donc, décomposez votre n uplé en n uplé. Au fait, vous allez trouver que la famille E1, 1,00, E2, 0,1, après des zéros, etc. Le vecteur En, 0 après des zéros, 1 à la dernière composante, et bien vous vous rendez compte que ça, c'est une base. Au fait, c'est la base canonique de Rn. Et au fait, un vecteur quelconque x1, x2, xn, il s'écrit comment par rapport à cette base canonique? Il s'écrit x1 fois E1 plus x2 fois E2 plus xn fois En. Ça, au fait, c'est évident, c'est trivial, c'est facile à voir. Et donc, x1, x2, xn, ce sont les coordonnées donc, du vecteur u hein, dans la base canonique. Voilà, donc ça c'est pour parler, c'est pour expliquer notre théorème qui dit d'abord un espace vectoriel admet une infinité de bases, simplement toutes les bases, comme je disais, ils ont un facteur commun, elles contiennent le même nombre de vecteurs et c'est ce qu'on appelle la dimension. Donc rappelez-vous, dimension de R2C2, toutes les bases de R2 contiennent 2 vecteurs. Dimension de R3, c'est 3. Ça veut dire toutes les bases de R3 contiennent 3 vecteurs. Et d'une manière générale, la dimension de Rn, c'est n. Ça veut dire toutes les bases de Rn contiennent 10 n vecteurs. Si vous êtes dans R100, n égale 100, et bien une base de R100 contient 100 vecteurs. Bien, alors maintenant, question simple, hein, parce que finalement, il y a des petites questions simples qui risquent de vous chiffonner. Donc, j'essaie de répondre. Soit E un espace vectoriel réel donné. Comment déterminer la dimension d'un espace vectoriel? Eh bien, réponse, il suffit d'avoir une base. Comme je viens de vous dire, supposons vous êtes devant un exercice et il vous donne 5 vecteurs et ils vous disent, au fait, ces 5 vecteurs forment une base de E. Première question. Quelle est la dimension de E? Ben vous dites égale 5. Pourquoi? Parce que vous me dites que 5 vecteurs forment une base de E. Donc automatiquement, toutes les autres bases de E vont contenir 5 vecteurs. Et au fait, c'est la dimension de E. Donc, il suffit d'avoir une base, et donc le nombre des vecteurs de la base, c'est la dimension de notre espace vectoriel. Yani, ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'avoir toutes les bases. Une seule. Je compte ces vecteurs, c'est la dimension dans notre espace vectoriel E. Bon, maintenant, donc voilà, donc nous avons parlé donc de base et nous avons parlé donc de dimension. Maintenant, pour finir donc ce premier chapitre, qui, je rappelle le premier chapitre, donc c'est les espaces vectoriels. On a vu des généralités sur les espaces vectoriels. Alors, je termine ce chapitre par des théorèmes de base. Et après, donc, on va passer au deuxième chapitre sur les applications linéaires, qui ne sera pas trop long, qui sera un petit peu court, pour passer au troisième chapitre qui nous intéresse, je vous dis, et qui concerne donc le calcul matriciel. Donc là, nous sommes en train de finir le premier chapitre qui est un peu long. Donc, 6e paragraphe, théorème de base. Alors, au niveau des théorèmes de base, donc, on va voir 2 parties. D'abord, parlant donc des sous-espaces vectoriels. Et ensuite, on va parler donc de théorème de base sur les familles de vecteurs. Bien, alors d'abord, qu'est-ce qu'on peut dire sur les sous-espaces vectoriels? On a déjà parlé de sous-espaces vectoriels. Bon, théorème numéro 1, alors il dit, si vous avez 2 sous-espaces vectoriels, que je note F1, F2, alors rappelez-vous un peu des exemples que nous avons vus dans R3 lorsqu'on a parlé de sous-espace vectoriel. On avait parlé de F1, on avait parlé de F2. Bon, et sur l'exercice 3 de la série de travaux dirigés, vous avez un très bon exercice donc, de R3 où vous avez presque 6 sous-ensembles, qu'on vous demande de montrer que ce sont 2 sous-espaces vectoriels. Bien, alors, quand on parle de sous-espace vectoriel, premier théorème,
Donc, si vous avez F1, F2, deux sous-espaces vectoriels, premier théorème, leur intersection, taqatu', F1 inter F2 est un sous-espace vectoriel de E. Donc ça, c'est un théorème du cours. Si vous avez deux sous-ensembles, F1 et F2, et on vous dit, montrez que ce sont deux sous-espaces vectoriels. Alors, vous faites comme on en a déjà parlé. Maintenant, si on vous dit, que pouvez-vous dire de F1 inter F2? Taqatu', je rappelle. Alors, vous répondez, si F1 est un sous-espace vectoriel, si F2 est un sous-espace vectoriel, théorème du cours, leur intersection est un sous-espace vectoriel. Voilà. Donc, l'intersection de deux sous-espaces vectoriels est un espace vectoriel. Alors, comment déterminer l'intersection? Vous allez voir, c'est facile. Donc là, je vous renvoie à l'exercice 3 de la série de travaux dirigés, qui est un exercice très simple et très pédagogique. Bon, maintenant, deuxième théorème. Donc, vous savez, quand on parle de l'intersection, alors on parle de l'tihad, l'union. Malheureusement, ça ne marche pas pour l'union. Ça marche pour l'intersection. L'intersection de deux sous-espaces vectoriels, ça c'est facile à voir, c'est un sous-espace vectoriel. Mais malheureusement, ça ne marche pas pour la réunion. Si F1 est un sous-espace, si F2 est un sous-espace, et bien le tihad, la réunion, n'est pas forcément un sous-espace. Parfois oui, mais dans le cas général, la réunion, ça ne marche pas. Donc c'est pour ça qu'on ne parle pas de la réunion de deux sous-espaces vectoriels, plutôt on parle de la somme de deux sous-espaces vectoriels. Bon, maintenant la somme, il a une définition. Hein. Ce n'est pas la somme qu'on connaît des nombres. Ce n'est pas 2 plus 3 égale 5. Là, c'est la somme de deux sous-ensembles. F1, c'est un ensemble. Quand on dit sous-ensemble, avant tout, c'est un ensemble. F1, c'est un ensemble. F2, c'est un ensemble. C'est quoi la somme? Eh bien, au fait, c'est la somme des vecteurs de F1 et des vecteurs de F2. C'est une définition très riche. La somme, c'est un peu comme vects. Bien, donc, je disais, ça marche pour l'intersection, ça ne marche pas pour la réunion. C'est pour ça qu'on parle de somme de sous-espaces vectoriels. Donc, la somme de deux sous-espaces vectoriels, au fait, est un sous-espace F1 plus F2 est un sous-espace vectoriel de E. Bien, donc l'intersection, comme j'ai dit, c'est facile à trouver. Donc là, je vous renvoie à l'exercice 3 de la série de travaux dirigés que je vais bien vous expliquer par la suite. Pour la somme, je vais vous montrer comment on trouve la somme. Donc pour la somme, au fait, ce que je vous conseille d'utiliser, c'est le théorème suivant, au fait, qui relie la somme à l'intersection. Ça, c'est un théorème très important qui dit dimension de F1 plus F2 égale dimension de F1 plus dimension de F2 moins dimension de F1 inter F2. Ça, c'est un théorème qui relie l'intersection et la somme. Ça vous fait penser un petit peu à un résultat similaire que vous voyez en probabilité, hein, qui dit que probabilité de A union B égale P de A plus P de B moins P de A inter B. Là, c'est un peu un résultat similaire, donc qui relie la somme à l'intersection. Donc, pensez toujours à ce théorème. Comme je vous ai dit, il est facile de trouver l'intersection et je répète, je vous renvoie à l'exercice 3 de la série de travaux dirigés. Vous avez déjà le corrigé. Bon, alors on commence par trouver l'intersection parce que c'est facile. Et pour trouver la somme, généralement, on passe par ce théorème. Bon, alors, comme je disais, donc la somme est facile à l'intersection est facile à trouver. Pour la somme, quand même, on va faire pas mal d'exercices en série de travaux dirigés qui vont nous permettre de mieux comprendre comment trouver la somme. D'ailleurs, si vous regardez le dernier exercice que vous avez sur le corrigé, c'est l'exercice 9, partie 3. En fait, la dernière chose sur le corrigé de la série de travaux dirigés, et je précise ça, c'est le corrigé numéro 1. Il y aura un deuxième corrigé, ça veut dire que vous aurez d'autres exercices corrigés. Donc si vous regardez le corrigé que vous avez sur vous, eh ben, la dernière chose de laquelle je parle de la somme. Donc voilà, donc là dans le cours, je dégage simplement les notions sur l'intersection, sur la somme, ce théorème qui les relie, et donc pour plus de détails, donc plutôt je vous renvoie aux séances de travaux dirigés.
Voilà. Donc, en termes de théorèmes fondamentaux sur les sous-espaces vectoriels, bon, c'est vrai, il y a autre chose. Mais on va citer yani, les résultats importants. Rappelez-vous, donc, sur les sous-espaces vectoriels, on parle de l'intersection, on parle de la somme, et rappelez-vous, ce sont des sous-espaces vectoriels. Et rappelez-vous de ce théorème, au fait, très important, qui relie l'intersection à la somme. Bon, maintenant, toujours les théorèmes fondamentaux. Maintenant, parlons de famille de vecteurs. Avant, s'il vous plaît, donc une petite remarque. Donc, quand on parle de la somme de deux sous-espaces vectoriels, j'allais l'oublier. Au fait, il y a ce qu'on appelle une somme directe. Ça, ce sont des définitions simplement à connaître. C'est quoi une somme directe? Et auquel cas, je vous rajoute le petit cercle. Alors, la somme de deux sous-espaces est dite directe, au fait, lorsque leur intersection est réduite au vecteur nul. Je rappelle, tout espace vectoriel contient le vecteur nul. Donc, l'intersection de deux sous-espaces vectoriels contient au moins le vecteur nul. Alors, quand elle contient uniquement le vecteur nul, on dit que l'intersection est réduite au vecteur nul. Alors, dans ce cas, on parle de somme directe. Donc, c'est quoi une somme directe? C'est une somme, comme on vient d'en parler. La somme de deux sous-espaces. Simplement, dans le cas où F1 inter F2 est réduite au vecteur nul, dans ce cas, on rajoute le petit cercle pour dire, au fait, nous avons une somme directe. Donc là, je vous donne un petit exemple. Supposons que nous sommes dans l'espace R3. Je rappelle simplement que l'espace R3, c'est quelque chose que vous avez vu en terminale. Je vous rafraîchis un peu la mémoire. Vous avez vu géométrie dans l'espace. Rappelez-vous, vous avez parlé même d'équation d'un plan. Rappelez-vous, l'équation d'un plan dans l'espace R3. Mais là, je parle le plan des points, ce que j'appelle l'espace affine. Là, on parle d'espace vectoriel. Rappelez-vous, l'équation d'un plan, c'était quoi? AX plus BY plus CZ plus D égale 0. Rappelez-vous, A, B, C, c'était les coordonnées du vecteur normal. Bien, alors, quand vous prenez deux plans dans l'espace R3, deux plans, eh bien, ils ne sont pas, leur somme n'est pas directe, parce que quand vous prenez deux plans, leur intersection n'est pas réduite au vecteur nul, au fait. Leur intersection, c'est une droite. Bon, par contre, si vous prenez un plan et une droite, je suis dans l'espace de dimension 3, si vous prenez un plan et une droite, eh bien là, la somme est directe parce que l'intersection entre une droite, parce qu'une droite, elle coupe le plan en un point. L'intersection d'une droite et d'un plan, au fait, est réduite au vecteur nul. Simplement là, s'il vous plaît, donc une petite remarque avant de finir ce que je suis en train de dire sur les sous-espaces vectoriels. Il y a une différence entre ce que vous faisiez en terminale et ce que nous sommes en train de faire maintenant. AX plus BY plus CZ plus D égale 0. Ça, rappelez-vous, c'était l'équation d'un plan. Mais là, on parle de plan de points, ce qu'on appelle le plan affine. Quand je parle de plan vectoriel, le D égale 0. Le D égale 0, s'il vous plaît. Je rappelle, AX plus BY plus CZ plus D égale 0. Si D est différent de 0, ce n'est pas un sous-espace vectoriel. C'est autre chose. Je vous dis, c'est un plan qui est formé par des points, ce qu'on appelle le sous-espace affine, ou bien le plan affine. C'est différent de ce que nous sommes en train de faire. Là, on parle de sous-espace vectoriel. C'est pour ça, l'équation d'un sous-espace vectoriel, c'est toujours égal 0. Quand c'est différent de 0, quand c'est 1, c'est 2, c'est 3, là, ce n'est pas un sous-espace vectoriel. C'est autre chose, c'est un plan affine. Mais comme j'ai dit, je ne veux pas trop alourdir le cours avec ces propos, parce que je dis, on ne vise pas l'application à la géométrie, mais comme je dis, pour vous économistes, au fait, on se dirige vers le calcul matriciel. Je rappelle, l'algèbre linéaire a beaucoup d'applications en ingénierie, en informatique, en économie, et donc finalement, pour vous économistes, je vais essayer donc d'aller vers le but qui nous intéresse sans trop m'étaler sur la comparaison entre espace vectoriel et espace affine. Bien. Alors, je rappelle, la somme est dite directe tout simplement lorsque l'intersection des deux sous-espaces vectoriels est réduite au vecteur nul.
Euh, une autre définition, qu'est-ce qu'on appelle supplémentaire dans E? Au fait, si nous avons deux sous-espaces vectoriels, alors comme je dis, on verra des exemples en travaux dirigés. Quand on a deux sous-espaces vectoriels, F1, F2, si jamais leur somme, c'est l'espace tout entier E, et en plus, si leur intersection est réduite au vecteur nul, donc je rappelle leur somme est directe, dans ce cas, on dit que F1 et F2 sont supplémentaires dans E. Je vous donne un exemple. Je suis dans l'espace vectoriel R3. Si je me donne deux plans vectoriels, un plan passe par l'origine, plan vectoriel. Il contient forcément le vecteur. Quand on prend deux plans, ils se coupent en une droite. Deux plans ne sont pas supplémentaires dans R3. Par contre, si vous prenez un plan et une droite, je parle de plan vectoriel, ça veut dire espace de dimension 2. Droite vectorielle, ça veut dire espace de dimension 1. Si vous prenez un plan et une droite, eh ben, ils sont supplémentaires dans R3. Donc, deux plans ne sont pas supplémentaires parce que leur intersection, ou plutôt parce que leur somme n'est pas directe, parce que leur intersection n'est pas réduite au vecteur nul. Par contre, dans R3, si vous prenez un sous-espace vectoriel de dimension 2, ce que j'appelle un plan vectoriel, et vous prenez un sous-espace vectoriel de dimension 1, ce que j'appelle une droite vectorielle, alors un plan vectoriel et une droite vectorielle sont supplémentaires dans R3. Mais ce n'est pas le cas de deux plans. Pourquoi je rappelle? Parce que deux plans, leur intersection est infinie et n'est pas réduite au vecteur nul. Voilà, donc ça, ce sont des définitions que nous allons aborder avec l'exercice 3. C'est la question 2, 3, 4 de l'exercice 3. Bien, donc maintenant, pour finir, donc 2 minutes donc pour finir, ou plutôt, alors maintenant on a parlé de sous-espaces vectoriels. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire sur les familles de vecteurs? Alors nous avons deux théorèmes, je vais citer le premier théorème et je m'arrête là. Et donc la prochaine séance, donc, je vais parler du deuxième théorème qui va donc nous conduire à parler de la notion du déterminant. Théorème 1, ça c'est sur les familles de vecteurs. Maintenant, on a fini de parler de sous-espaces vectoriels. Donc je rappelle que je dispose maximum de 40 minutes pour résumer un cours de 1h30. Donc c'est pour ça, donc veuillez m'excuser, je suis obligé d'aller un peu vite. Alors, théorème numéro 1, maintenant sur les familles de vecteurs, soit E un espace vectoriel sur N, dimension de E égale N, pensez à Rn par exemple. S'il vous plaît, une famille génératrice de E contient au moins N vecteurs. Une famille libre contient au plus N vecteurs. Une base contient exactement N vecteurs. Ça veut dire quoi? Ça, c'est un théorème pratique qui nous permet de savoir rapidement si une famille est une famille génératrice, est-ce qu'elle est libre, ou est-ce que c'est une base. Un petit exemple simple. Supposons nous sommes dans R3. La dimension, c'est 3. Que dit le théorème? Il dit une famille génératrice contient au moins 3 vecteurs. Si je suis dans R3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si on me donne une famille qui contient 2 vecteurs et on me pose la question, est-ce que c'est une famille génératrice? Je réponds directement non. En citant ce théorème, je vais répondre R3 est de dimension 3. Une famille génératrice contient au moins 3 vecteurs. Donc, si vous me donnez 2 vecteurs, ils ne peuvent pas former une famille génératrice de R3. Famille libre, c'est le contraire. Donc, rappelez-vous, vous avez N, c'est la dimension. Famille génératrice doit avoir plus de N vecteurs. Et famille libre doit avoir au maximum N vecteurs. Donc, si je suis dans R3 toujours, et on me donne 4 vecteurs, et on me dit, est-ce que c'est une famille libre? Je réponds directement non, en citant ce théorème. Donc, je dirais, la dimension de R3, c'est 3. Une famille libre doit contenir au maximum 3 vecteurs. Donc, si vous me donnez une famille qui contient 4 vecteurs ou bien 5 vecteurs, forcément, elle n'est pas libre, et par conséquent, elle est forcément liée. Maintenant, toujours, donc, je suis dans R3 et on me donne 5 vecteurs. Est-ce que c'est une base? Ben non. Une base de R3, et ça, on l'a déjà dit, une base de R3 doit contenir 3 vecteurs. Donc, si vous me donnez 5 vecteurs et vous me dites, est-ce que c'est une base? Je réponds non. Voilà, dimension de R3, c'est 3. Une base de R3 doit contenir 5 vecteurs. Donc, si vous me donnez 5 vecteurs, forcément, ce n'est pas
une base. Donc voilà, rappelez-vous de ce théorème qui est pratique, qui nous permet de répondre rapidement si on a une famille, de savoir est-ce qu'elle est libre, est-ce qu'elle est génératrice, est-ce que c'est une base. Donc rappelez-vous la référence, c'est la dimension n. Une famille génératrice doit avoir forcément plus que n vecteurs. Et une famille libre doit avoir au maximum n vecteurs, alors qu'une base doit avoir exactement n vecteurs. Alors, pour finir, parce que bon, ils sont gentils, ils m'accordent encore 1-2 minutes. Merci beaucoup. Théorème 2, donc c'est un théorème très important, très pratique, et c'est un théorème qui fait plaisir à beaucoup d'étudiants, parce que c'est là où ils vont commencer à utiliser le déterminant pour montrer qu'une famille de vecteurs est une base. Alors que dès le théorème 2, et donc c'est le dernier sur donc, les familles de vecteurs, alors soit E un espace vectoriel sur R de dimension n. Alors, supposons on a une famille de n vecteurs. Supposons par exemple nous sommes dans R3 et on vous donne 3 vecteurs. Donc là, vous ne pouvez pas utiliser le premier théorème. Si on vous avait donné une famille de 4 vecteurs, vous répondez directement, elle n'est pas libre parce qu'elle contient 4 vecteurs, nombre supérieur à la dimension, et si elle n'est pas libre, ce n'est pas une base. Si on vous donne une famille de 2 vecteurs, je rappelle, nous sommes dans R3, vous allez dire 2 vecteurs, ils ne peuvent pas former une famille génératrice. Et par conséquent, ce n'est pas une base. Le problème se pose lorsqu'on vous donne exactement un vecteur. Supposons nous sommes dans R3 et on vous dit, voilà, vous avez 3 vecteurs. Est-ce qu'ils forment une base? Vous ne pouvez pas utiliser le théorème 1. Donc là, théorème 2. Alors que dit le théorème 2? Il dit, si vous avez une famille qui contient n vecteurs, n, c'est la dimension. Alors là, nous avons une équivalence. Alors que dit le théorème? Il dit, f est une base, équivalent. Elle est génératrice, équivalent. Elle est libre, équivalent. C'est là entre le déterminant en jeu, équivalent, déterminant de f différent de 0. Autrement dit, c'est ça l'idée. Mais je rappelle, ça concerne une famille qui contient n vecteurs. Par exemple, vous êtes dans R3 et on vous donne 3 vecteurs. Ou bien vous êtes dans R4 et on vous donne 4 vecteurs. Et on vous pose la question, est-ce que la famille est une base? Si vous savez qu'elle est libre, ça y est, elle est génératrice, elle est base, et le déterminant différent de 0. Si vous savez, dans une question précédente, qu'elle est génératrice, c'est terminé. Et les bases, et les libres, déterminant différent de 0. C'est ça l'équivalence. Une seule suffit. Autrement dit, c'est les génératrices, elle est à la fois, c'est les génératrices, alors automatiquement elle est libre. Et s'il est libre, automatiquement elle est génératrice. Bien, donc ce théorème, au fait, comment on va l'utiliser? Parce que je rappelle, nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas génératrice, ce n'est pas libre, c'est au fait la notion de base. Mais rire simplement pour dire que vous avez l'équivalence, une seule suffit pour avoir le reste. Il suffit qu'elle soit génératrice, alors forcément elle est libre. Et donc c'est une base, etc. Alors nous, ce que nous allons retenir, c'est la première et la dernière. Voilà, vous avez ce théorème qui dit f est une base équivalent, déterminant, différent de 0. Alors, c'est ce que j'avais dit avant. Cela vous permet de montrer que c'est une base. Malheureusement, il ne donne pas les coordonnées. Donc là, je vous renvoie à ce qu'on a dit en début de séance. Donc, dorénavant, pour montrer qu'une famille est une base, il suffit de calculer le déterminant sans passer par génératrice, sans passer par libre. Si le déterminant est différent de 0, c'est une base. Donc, elle est génératrice et libre. Si le déterminant égale 0, parce que nous avons une équivalence, alors elle n'est pas libre, elle n'est pas génératrice et ce n'est pas une base. Voilà, donc je m'arrête là aujourd'hui parce que j'ai un peu débordé. Et donc la séance prochaine, donc on va reprendre à partir de là et on va passer au paragraphe 7 pour voir comment on calcule un déterminant dans le cas général. Je vous remercie et donc à la séance prochaine, Inch'Allah Rahman Rahim.